Je me réveille tous les matins à 6 heures, peu importe le temps ou le jour de la semaine. Les vieilles habitudes ont la vie dure, surtout à 79 ans. 40 ans comme infirmière au CHU de Nantes m'ont appris à apprécier la routine. Mon 2 pièces en périphérie de la ville n'a ni pièce spacieuse ni vue sur l'océan, mais il est propre, chaud, et je peux payer le loyer avec ma modeste retraite. En me privant de tout le reste. Mon petit balcon donne sur la cour de l'immeuble d'Aix en grave côté. Mais si on se penche et qu'on regarde à gauche, on peut apercevoir un bout de l'estuaire de la Loire par temps clair. Il n'y a pas beaucoup de jours dégagés à Nantes, mais j'ai appris à les apprécier, comme tant d'autres choses dans ma vie. J'allume la vieille bouilloire électrique, un cadeau de mes collègues pour mes 50 ans, et je regarde le calendrier accroché au réfrigérateur. Aujourd'hui, c'est dimanche, le jour de notre dîner de famille mensuel. Avant, j'attendais ces réunions avec impatience, je m'y préparais des semaines à l'avance, planifiant le menu, nettoyant l'appartement jusqu'à ce qu'il brille. Maintenant, chaque dîner est une épreuve. J'ai 3 enfants. L'aîné, Véronique, est comptable dans une compagnie d'assurance. Le cadet, Edgar, possède un petit garage automobile. Le benjamin, Rémi, vivote avec des petits boulots de commercial. Ils ont tous grandi et fondé leur propre famille. Véronique a 2 enfants, Clément, 17 ans, et Manon, 14 ans. Edgar a une fille de 22 ans, Léa. Rémi n'a pas encore d'enfant, mais il s'est récemment fiancé à Olivia. Le téléphone sonne, interrompant mes pensées. Le nom de Véronique s'affiche. Maman, tu pourrais me prêter un peu d'argent jusqu'à la fin du mois? Clément a des problèmes à l'école et a besoin d'un tuteur, et j'ai déjà dépensé tout mon salaire dans des réparations de voitures. Je serre le téléphone, retenant un soupir. C'est le 3e prêt en 2 mois. Les précédents n'ont jamais été remboursés. Combien te faut-il, ma chérie? 300 €. 400 au maximum. Je te rembourserai le mois prochain. Promis. Nous savons toutes les deux que ça n'arrivera pas. Je vérifie mon compte en banque. Après avoir payé le loyer, les charges et les médicaments, il me reste 720 €. Ça devrait suffire jusqu'à ma prochaine pension si je n'achète rien d'extraordinaire. D'accord, je te vire 300. Merci, maman. Tu es la meilleure. Au fait, n'oublie pas que tu dînes ce soir. Rémi a dit qu'il avait une nouvelle. Après l'appel, je reste assise quelques minutes à regarder par la fenêtre le ciel gris de Nantes. La pluie tambourine sur les rebords. Un temps typique pour cette période de l'année. Il y a 40 ans, quand Jacques, mon mari, était encore en vie, nous rêvions d'une grande maison avec un jardin et un chien. Puis il a eu un AVC. Et à 42 ans, je me suis retrouvée veuve avec 3 enfants à élever. Il n'y avait plus de temps pour les rêves, juste le travail, les enfants, et encore le travail. Je commence à préparer le dîner pour 6. Rémi a dit qu'il amenait Olivia, la fille avec qui il sort depuis 6 mois. Je ne l'ai vue que 2 fois, et à chaque fois, elle semblait distante, comme si ses pensées étaient ailleurs. Elle est jolie, soignée, et a environ 10 ans de moins que Rémi, qui va bientôt avoir 40 ans. À 17 heures, l'appartement embaume le poulet rôti et la tarte aux pommes. La table est mise avec ma vieille mais toujours belle nappe, que je garde pour les grandes occasions. La sonnette retentit. Les premiers invités sont là. Edgar entre avec une bouteille de vin bon marché et m'embrasse sur la joue. Il sent le tabac et l'huile de moteur. Salut, maman. Léa ne vient pas. Elle est occupée avec ses amis. Je hoche la tête, sans surprise. Ma petite fille se montre au dîner de famille environ 1 fois par an. Véronique et les enfants suivent. Clément se plonge immédiatement dans son téléphone, marmonnant quelque chose en guise de bonjour. Manon me serre dans ses bras, mais ses yeux sont aussi rivés sur l'écran de son smartphone. « Maman, tu as pensé à l'argent ?» murmure Véronique alors que les enfants passent au salon. « Je te l'ai déjà viré, ma chérie. » Rémi et Olivia arrivent les derniers. Mon plus jeune fils a l'air inhabituellement excité. Sa petite amie est habillée comme si elle allait à une soirée mondaine plutôt qu'à un dîner de famille. Ses longs cheveux blonds sont coiffés en ondulation. Son maquillage est impeccable et sa robe souligne sa silhouette élancée. « Maman, tu te souviens d'Olivia ?» « Bien sûr. Bonjour, ma chère. » Olivia sourit, mais le sourire n'atteint pas ses yeux. Elle parcourt mon appartement d'un regard rapide et évaluateur, et je vois soudain mon chez-moi à travers ses yeux. Un canapé usé, de vieux meubles, des reproductions bon marché sur les murs, rien de précieux ou d'impressionnant. Nous nous asseyons à table.
La conversation est maladroite. Véronique discute de problèmes au travail. Edgar se plaint des clients et les enfants restent silencieux, absorbés par leur téléphone. Nous avons une nouvelle, annonce soudain Rémi, prenant la main d'Olivia et la regardant avec adoration. On a décidé de se marier. Il y a un moment de silence. Puis tout le monde se met à féliciter le couple. Je souris aussi et dis les mots qu'il faut, mais quelque chose se serre en moi. Ce n'est pas que je ne veuille pas le bonheur de mon Benjamin. C'est juste que je ne suis pas sûre qu'Olivia le lui apportera. Le mariage, c'est pour quand? Demande Véronique. Dans un mois, répond Rémi. On ne veut rien de grandiose. Juste une cérémonie avec nos proches et ensuite. Et ensuite on part à Bali, l'interrompt Olivia, ses yeux s'illuminant pour la première fois de la soirée. 2 semaines dans un hôtel 5 étoiles au bord de l'océan. J'ai toujours rêvé d'une lune de miel comme ça. Je me fige, la fourchette à la main. Rémi travaille comme chef des ventes pour une entreprise d'électroménager. Son salaire couvre à peine son loyer et ses factures. Olivia, pour autant que je sache, est gérante dans un salon de beauté. D'où sort-il l'argent pour un hôtel 5 étoiles à Bali? Ça a l'air merveilleux, dis-je en essayant de paraître sincère. Le dîner continue. Olivia parle avec enthousiasme des plages de Bali, de la robe qu'elle a choisie, et de ses projets d'avenir. Rémi la regarde comme s'il était envoûté. Mes autres enfants écoutent avec un intérêt poli. Mes petits-enfants continuent de jouer sur leur téléphone, levant occasionnellement les yeux quand on s'adresse directement à eux. Après le dessert, Véronique et Edgar se préparent à partir, prétextant qu'ils se lèvent tôt le lendemain. Clément demande s'il peut emporter le reste de la tarte. Manon me demande 20 € pour un voyage scolaire qu'elle a complètement oublié de mentionner à sa mère. Je lui donne l'argent de mon portefeuille où il ne reste que quelques billets. Maman, je peux te parler? Demande Rémi quand tout le monde est parti, sauf lui et Olivia. Olivia hoche la tête d'un air entendu et dit qu'elle attendra dans la voiture. Quand la porte se referme derrière elle, Rémi m'aide à débarrasser la table. Ses gestes sont nerveux et il évite mon regard. Maman, j'ai besoin de ton aide, dit-il finalement, une fois la dernière assiette lavée et séchée. Bien sûr, mon chéri. Qu'est-ce qui ne va pas? Olivia et moi, on a besoin d'argent pour notre lune de miel. Je sais que ça peut paraître présomptueux, mais il nous faudrait 5 000 €. Je sens le sang quitter mon visage. 5 000 €. Presque toutes mes économies, que j'ai mises de côté pour les coups durs et pour mes obsèques, pour que les enfants n'aient pas à payer. Rémi. Mon chéri, je ne crois pas pouvoir. C'est trop d'argent pour moi. Son visage change. Le sourire disparaît. Ses yeux s'assombrissent. Écoute, je sais que tu as des économies. Véronique a dit que tu mettais toujours une partie de ta retraite de côté. Oui, mais c'est pour les urgences, pour les frais médicaux si je tombe malade. Pour mes obsèques, à la fin. Rémi ricane. Maman, tu dramatises toujours tout. Tu as 79 ans, mais tu es en meilleure santé que beaucoup de sexagénaires. Pourquoi garder de l'argent à la banque? Tu ferais mieux d'aider ton fils à commencer une vie de famille heureuse. Je le regarde et je ne le reconnais pas. Où est le petit garçon qui pleurait quand son père est mort? Qui promettait de toujours prendre soin de sa mère? Qui disait qu'il deviendrait médecin pour sauver les gens comme moi? Rémi, je serais heureuse de t'aider si c'était pour quelque chose de vital. Mais une lune de miel à Bali? C'est juste un plaisir. Vous pourriez aller quelque part de plus proche, de moins cher. Olivia veut Bali. Sa voix se durcit. Elle en a rêvé toute sa vie. Je le lui ai promis. Alors peut-être aurais-tu dû d'abord gagner l'argent avant de faire la promesse. Il serre les dents et je vois la veine sur sa tempe pulser, exactement comme celle de son père quand il était en colère. Tu sais quoi, maman? Je pensais que tu serais heureuse pour moi. J'ai enfin trouvé une femme qui m'aime, qui veut fonder une famille avec moi. Et tu ne veux même pas nous aider pour une simple demande. 5 000 € n'est pas une simple demande, Rémi. Pour toi, c'est quelques mois d'économie. Pour nous, c'est une chance de bien commencer notre vie. Je reste silencieuse, ne sachant que dire. Il a raison. Si je supprimais tous les extras, si j'arrêtais d'acheter de nouveaux vêtements et si je renonçais aux médicaments non couverts par la mutuelle, je pourrais à nouveau économiser cette somme en 1 an ou 2. Mais la question n'est pas l'argent. C'est la manière dont il le demande, comme si c'était un dû. Je dois y réfléchir, dis-je finalement. Rémi me regarde longuement. Puis son visage se tord en un rictus désagréable.
Très bien, maman. Réfléchis. Mais sache une chose, si tu ne nous donnes pas l'argent pour la lune de miel, ne viens pas au mariage. Je suis sérieux. Je n'ai pas besoin d'une mère qui ne me soutient pas le jour le plus important de ma vie. Sur ce, il se tourne et sort de l'appartement, claquant la porte si fort qu'une photo tombe du mur. Rémi dans sa classe de terminale, souriant, l'avenir devant lui. Je m'assois sur le canapé, les mains tremblantes. Dehors, la pluie s'intensifie, tambourinant sur la vitre comme des centaines de petits doigts accusateurs. Les souvenirs tourbillonnent dans ma tête. Rémi faisant ses premiers pas. Rémi pleurant sur le corps de son père. Rémi recevant son diplôme universitaire que j'ai payé en faisant des heures supplémentaires. Et maintenant, cet ultimatum. Ne viens pas au mariage. 5 mots qui me transpercent le cœur comme un couteau. Peut-être suis-je égoïste. Peut-être devrais-je leur donner l'argent. Oublier ma sécurité, oublier mes besoins. Le téléphone sonne à nouveau. C'est Edgar. Maman. Rémi vient de m'appeler. Il est très contrarié. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui raconte notre conversation, la demande, l'ultimatum. Edgar soupire. Tu sais, maman, peut-être que tu devrais juste lui donner l'argent pour préserver l'harmonie familiale. Rémi a toujours été ton préféré. Tout le monde le sait. Ce n'est pas vrai, je proteste. Mais au fond de moi, je sais que j'ai peut-être plus gâté mon Benjamin que les autres. Il ressemblait tellement à son père, et Jacques me manquait tant. Bref, pense Y. Je ne veux pas de drame familial pour quelques milliers d'euros. Après notre conversation, je reste longtemps assise en silence. Dehors, la nuit tombe. La pluie se transforme en averse, et à l'intérieur de moi, un sentiment d'amertume et de déception grandit. J'ai toujours cru bien faire, travaillant sans relâche, me privant de tout pour que mes enfants aient tout ce dont ils avaient besoin. Et me voilà, à 79 ans, assise seule dans un petit appartement en location, et mon fils me dit de ne pas venir à son mariage si je ne lui donne pas mes dernières. Économie. Quelque chose en moi se brise, quelque chose qui a tenu pendant des années grâce au sens du devoir et à l'amour maternel. Je vais au téléphone et compose le numéro de Rémi. Il ne répond pas. Je laisse un message. Rémi, c'est maman. J'ai réfléchi à ta demande. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas te donner cet argent. C'est tout ce que j'ai pour les coups durs. J'espère que tu comprendras, et j'espère vraiment que tu changeras d'avis pour le mariage. J'adorerais être là avec toi. Je t'aime. En raccrochant, je ressens un étrange soulagement. Pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai fait passer mes besoins avant les désirs de mes enfants. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais maintenant, en regardant Nantes sous la pluie par ma fenêtre, j'ai l'impression d'avoir fait le bon choix. Le lendemain du dîner de famille, le temps était étonnamment clair. Rare pour Nantes, le soleil filtrait à travers les rideaux, projetant des motifs lumineux sur mon vieux tapis. J'avais mal dormi, tournant et retournant dans mon lit, ressassant chaque mot de la conversation de la veille avec Rémi. Le téléphone était silencieux. Pas d'appel, pas de message de mon fils. Après m'être fait un thé, j'ai sorti du placard une vieille boîte de photographies. Parmi elles, une m'était particulièrement chère. Jacques tenant Rémi nouveau-né dans ses bras. Mon mari souriait si largement, comme s'il avait gagné au loto. À l'époque, nous étions une vraie famille. Nous avions un avenir. L'AVC est arrivé soudainement. Jacques travaillait sur un chantier, et il faisait particulièrement chaud ce jour-là. Il est rentré en se plaignant d'un mal de tête et 1 heure plus tard, il ne pouvait plus parler. L'ambulance, l'hôpital, les soins intensifs, tout s'est enchaîné dans un brouillard. Il est mort 3 jours plus tard sans avoir repris connaissance. J'avais 37 ans, Véronique 12, Edgar 9, et Rémi seulement 4. Je me souviens de la première nuit sans lui. J'étais assise dans la cuisine de notre maison de location. Les enfants dormaient, et j'essayais de calculer combien d'argent il nous restait et combien de temps cela durerait. Jacques n'avait laissé aucune assurance, seulement des factures médicales. J'ai dû vendre ma voiture, mon alliance, et presque tout ce qui avait de la valeur. 1 semaine après les funérailles, j'ai pris un 2e emploi, infirmière à l'hôpital le jour, et femme de ménage dans un immeuble de bureau la nuit. Ma mère, Elisabeth, est venue s'occuper des enfants pendant que je travaillais. Elle est morte d'un cancer 3 ans plus tard. Et là, les choses sont devenues encore plus difficiles. Véronique, en tant qu'adolescente, a pris une partie des responsabilités pour les plus jeunes. Je regarde les photos,
Et chacune est un morceau d'une vie passée dans une lutte constante. Voici Edgar dans un costume pour une pièce de théâtre de l'école. Le costume a été acheté dans une friperie et retouché par moi la nuit précédant la représentation. Voici Véronique recevant son diplôme. J'ai fait des gardes doubles pour payer sa robe de cérémonie. Voici Rémi dans son équipement de hockey, le sport le plus cher, mais il voulait tellement jouer et je ne pouvais pas dire non. Je n'ai jamais pu dire non à mon Benjamin. C'était peut-être mon erreur. Je l'ai gâté. Je lui ai laissé passer plus de choses qu'aux autres. Quand Véronique et Edgar travaillaient déjà après l'école, j'achetais encore à Rémi des jouets chers que je ne pouvais pas me permettre. Quand les aînés ont payé leurs propres études, j'ai payé la totalité des frais de scolarité de Rémi à l'université. Je pensais compenser l'absence de son père, mais peut-être que je ne faisais que le rendre gâté et égoïste. Le téléphone a sonné, interrompant mes pensées. C'était Véronique. Maman, j'ai entendu ce qui s'est passé hier. Rémi est furieux. Il m'a parlé de l'ultimatum. Véronique, que devais-je faire? Écoute, maman. La voix de ma fille semblait fatiguée. On sait tous que tu as toujours été économe. Tu dois avoir des économies. Et ne me dis pas que non. J'ai vu tes relevés de compte quand je t'ai aidé avec tes impôts l'année dernière. Je me sentis rougir de colère. Ma fille avait regardé mes documents financiers sans ma permission. C'est mon argent, Véronique. Je l'ai gagné en me privant de tout. Oui, mais à quoi sert l'argent si tu gâches ta relation avec ton propre fils? Es-tu vraiment prête à manquer le mariage de Rémi pour quelques milliers d'euros? Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. Il ne peut pas exiger une telle somme et me menacer comme ça. Véronique soupira. Maman, tu as toujours été têtue. J'essaie juste de maintenir la paix dans la famille. Pense Y. D'accord? Après avoir parlé à ma fille, je me sentis encore plus mal. Étais-je vraiment une vieille femme têtue qui ne voulait pas aider son propre enfant? Ou est-ce que je commençais enfin à fixer les limites saines dont mon thérapeute avait tant parlé quand je l'avais brièvement consulté après ma retraite? J'ai décidé de faire une promenade pour m'éclaircir les idées. Le petit parc près de chez moi était généralement calme en semaine. Je marchais lentement le long du sentier couvert de feuilles mortes quand j'ai entendu une voix familière. Marthe, quelle bonne surprise! Éléonore Dubois, ma vieille amie de l'époque où je travaillais à l'hôpital, était assise sur un banc avec un livre à la main. À 82 ans, elle était toujours énergique et avait la langue bien pendue. Nous nous étions rencontrés quand elle était infirmière-chef et que j'étais une nouvelle recrue. Près de 50 ans ont passé depuis, mais notre amitié n'a fait que se renforcer. Éléonore, souris-je en m'asseyant à côté d'elle. Comment va ton arthrite? Oh, nous avons conclu une trêve. Elle me laisse marcher si je la laisse me rappeler sa présence les jours de pluie. Elle ferma son livre et me regarda attentivement. Tu as l'air contrarié. Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai tout raconté, le mariage de Rémi, sa demande d'argent pour la lune de miel, l'ultimatum, et l'appel de Véronique ce matin. Ses enfants. Éléonore secoua la tête quand j'eus fini. Ils pensent que leurs parents sont des distributeurs de billets sans code PIN. Toujours disponibles, toujours à donner. Alors, tu penses que j'ai bien fait de refuser? Ma chérie, c'est ton argent. Tu l'as gagné à la sueur de ton front et au détriment de ta santé. Tu as tout à fait le droit d'en faire ce que tu veux. Éléonore me prit la main. Et pour être honnête, cette lune de miel à Bali ressemble à un caprice, pas à une nécessité. Si Rémi aime vraiment cette fille, il sera heureux avec elle dans son propre jardin. Mais s'il ne m'invite pas au mariage? Et si je ne revois plus jamais mon fils? Éléonore haussa les épaules. S'il est prêt à renoncer à sa mère pour des vacances de luxe, alors peut-être que tu devrais reconsidérer ta relation avec lui. Le véritable amour n'a pas de prix, Marthe. Nous sommes restés assises en silence pendant quelques minutes, regardant les enfants jouer sur l'aire de jeu à proximité. Leur rire insouciant me rappelait à quel point le temps avait passé vite. Il me semblait que c'était hier que mes propres enfants étaient aussi jeunes et heureux. Tu sais, dit finalement Éléonore, mon fils Franck était comme ça. Il exigeait toujours et ne disait jamais merci. J'ai donné et donné jusqu'à ce que je n'ai pratiquement plus rien. Et tu sais quoi? Quand l'argent a disparu, ses visites aussi. Maintenant, il appelle une fois par an à Noël, et je suis sûre que c'est seulement parce que sa femme insiste. C'est terrible, murmurai-je. C'est la vie, haussa les épaules Éléonore. J'en ai souffert, et puis j'ai décidé de vivre pour moi.
J'ai pris des cours de peinture, je voyage quand je peux, et je me suis fait de nouveaux amis. Et tu sais quoi? Je suis plus heureuse que je ne l'ai jamais été en cédant aux caprices d'un fils ingrat. Ces paroles m'ont fait réfléchir. Toute ma vie, j'avais vécu pour mes enfants, faisant passer leurs besoins avant les miens. Et me voilà à 79 ans, sans rien à moi à part des souvenirs et une boîte de photos usées. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé un message sur mon répondeur. La voix d'Edgar semblait inquiète. Maman, Véronique et moi avons parlé de la situation avec Rémi. Écoute, on pense que tu devrais lui donner l'argent. Pas pour lui, mais pour toi. Tu seras bouleversé si tu manques le mariage de ton fils. Pense Y. D'accord? J'ai effacé le message sans l'écouter jusqu'au bout. Est-ce que tous mes enfants pensaient vraiment que je devais simplement céder mes économies sur demande? Aucun d'entre eux ne comprenait qu'il ne s'agissait pas d'argent, mais de respect, de ce que je ressentais? Les 2 semaines suivantes se sont écoulées dans une attente intense. Rémi n'a ni appelé ni passé. Véronique et Edgar prenaient périodiquement de mes nouvelles, laissant entendre gentiment qu'il n'était pas trop tard pour changer d'avis. Je suis restée ferme, bien qu'à l'intérieur, j'étais déchirée par le doute et la douleur. 3 jours avant le mariage, la sonnette a retenti. Rémi se tenait sur le seuil, pâle et hagard. « Salut, maman », dit-il doucement. « Bonjour, mon fils. » Je reculai, le laissant entrer dans l'appartement. « Tu as l'air fatigué. » Les préparatifs du mariage, haussa-t-il les épaules. Olivia veut que tout soit parfait. Nous nous sommes assis sur le canapé, un silence gêné planant entre nous. Maman, je suis venue te dire. Il hésita. Bref, l'invitation au mariage tient toujours. Si tu veux venir. Je sentis mon cœur se serrer d'espoir. Bien sûr que je veux, Rémi. Tu es mon fils, et je t'aime quoi qu'il arrive. Il hocha la tête, évitant mon regard. D'accord, alors. On se voit samedi, 14 heures, à l'église Sainte-Anne. Et pour la lune de miel? Demandai-je prudemment. Rémi se tendit. Olivia a trouvé un moyen. Ses parents nous ont donné une partie de l'argent et on a fait un prêt pour le reste. Un prêt? Mais Rémi, ce n'est pas la meilleure façon de commencer une vie de famille. Tu as refusé de nous aider, maman. Sa voix se durcit. On n'avait pas le choix. Il se leva, clairement prêt à partir. Alors, tu viendras au mariage? Demanda-t-il depuis le seuil. J'hésitai. Quelque chose dans son ton et son regard me rendait méfiante. Ce n'était pas une invitation sincère, mais plutôt un test ou une démonstration de force. J'y réfléchirai, répondis-je. Après son départ, je suis restée longtemps assise, immobile. Les souvenirs, les doutes et les peurs tourbillonnaient dans ma tête. J'ai sorti mon livret d'épargne et j'ai regardé les chiffres. 6 823 € et 17 centimes d'euros. Tout ce qu'il me restait après des décennies de travail. Un argent que j'avais économisé pour les coups durs, pour un traitement médical, pour des funérailles décentes. Est-ce que ça en valait la peine? Valait-il la peine de risquer ma relation avec mon fils pour une sécurité financière? Ou étais-je simplement devenue une vieille femme avare, s'accrochant à l'argent comme Scrooge dans un conte de Noël? J'ai composé le numéro d'Éléonore. Rémi est venu, dis-je quand elle a répondu. Il dit que l'invitation au mariage tient toujours. Tu y vas? J'ai pris une profonde inspiration. Je ne sais pas. Il est toujours en colère contre moi et ils ont fait un prêt pour cette lune de miel. Peut-être que je devrais juste leur donner l'argent. Au moins, ils ne seraient pas endettés. Marthe. La voix d'Éléonore devint sérieuse. Écoute-moi attentivement. Si tu lui donnes de l'argent maintenant, après tout ce qui s'est passé, tu ne feras que confirmer que ces tactiques fonctionnent, qu'il peut te manipuler par la culpabilité. Ça ne finira jamais. La prochaine fois, ce sera une voiture, puis une maison, puis autre chose. Mais c'est mon fils. Oui. Et c'est exactement pour ça que tu dois lui apprendre que l'amour ne s'achète pas et ne se vend pas. Que les relations se construisent sur le respect, pas sur des transactions financières. Après avoir parlé à Éléonore, j'ai pris une décision. C'était difficile et douloureux, mais je sentais que c'était la bonne chose à faire. Je n'irai pas au mariage de Rémi, non pas parce que j'étais en colère ou que je voulais le punir, mais parce que je ne pouvais pas faire partie d'une farce où mon amour maternel était évalué à 5 000 €. Le matin du mariage, je me suis réveillée le cœur lourd. Il pleuvait encore dehors. Le ciel de Nantes semblait pleurer avec moi.
Je me suis fait un thé et je me suis assise près de la fenêtre, regardant les gouttes de pluie couler sur la vitre, formant des motifs complexes. À 13 heures, j'ai sorti la boîte de photographie et les ai étalées sur la table. Il y avait Rémi sur son premier vélo. J'avais économisé pour l'acheter pendant 3 mois. Le voilà diplômé du lycée. J'avais cousu sa cravate moi-même car je n'avais pas les moyens d'en acheter une neuve. Voilà son premier jour à l'université. J'avais pris des gardes supplémentaires pour payer sa chambre d'étudiant. À 14 heures, quand la cérémonie était censée commencer, j'étais assise, immobile, imaginant mon fils debout à l'autel avec la femme qu'il avait choisie. J'imaginais les sourires, les fleurs, les félicitations, et je sentis les larmes couler sur mes joues. Le téléphone a sonné. Le nom de Véronique s'est allumé sur l'écran. Maman, où es-tu? La cérémonie commence dans 5 minutes. Je ne viendrai pas, Véronique. Il y eut une pause. Quoi? Tu es sérieuse? Maman, tu ne peux pas faire ça. Je le peux, ma chérie. Et je le fais. Dis à Rémi que je lui souhaite du bonheur et que j'espère qu'Olivia l'aimera autant que moi. Maman, tu vas le regretter. Il ne te pardonnera jamais. Peut-être, mais j'espère qu'un jour, il comprendra. J'ai raccroché et j'ai regardé à nouveau les photos. Sur l'une d'elles, le petit Rémi me regardait avec ses grands yeux confiants. À l'époque, je m'étais promis que je serais toujours là pour lui, que je le soutiendrais en tout. Mais parfois, le vrai soutien, ce n'est pas de céder aux caprices. C'est de fixer des limites. La pluie dehors s'est intensifiée, tambourinant sur le toit comme des centaines de petits tambours. J'ai remis les photos dans la boîte, sauf une, celle de Rémi le jour de son diplôme universitaire, souriant, plein d'espoir pour l'avenir. Je l'ai posée sur la commode, comme un rappel de ce pourquoi je me bats. Pas pour l'argent, pas pour des principes, mais pour le droit de mon fils de devenir une vraie personne, capable d'aimer sans condition ni exigence. La semaine qui a suivi le mariage de Rémi s'est écoulée dans un silence oppressant. Mon téléphone était muet. Aucun appel de mes enfants. Aucune demande habituelle de mes petits-enfants. Seule Éléonore appelait périodiquement pour s'assurer que j'allais bien. Je disais que oui, bien qu'à l'intérieur, je ressentais un vide que je n'avais pas connu depuis la mort de Jacques. J'ai appris par ma voisine, Madame Fournier, que le mariage avait bien eu lieu. Sa nièce travaillait pour le fleuriste qui avait organisé la cérémonie. C'était si beau, dit-elle, ne sachant pas que chaque mot me coupait comme un couteau. La mariée était radieuse, et votre fils avait l'air si heureux. J'ai souri et les remercié pour l'information, puis j'ai longuement pleuré dans mon oreiller. C'est étrange comme à 79 ans, on peut pleurer aussi amèrement qu'à 17 ans. Le 10e jour de silence, Véronique a appelé. Maman, comment vas-tu? Je vais bien, ma chérie. Et toi? Ça va. Écoute, Edgar et moi, on a discuté. On pense que tu devrais appeler Rémi. Il est très contrarié que tu n'aies pas été au mariage. J'ai serré le téléphone plus fort. C'est lui qui a posé les conditions, Véronique. Il a dit que si je ne lui donnais pas l'argent, je ne devais pas venir. Oui, mais il ne pensait pas que tu ne viendrais vraiment pas. C'était son mariage, maman. Le seul de sa vie. Je n'ai rien dit. Que pouvais-je dire? Que je ne pensais pas qu'il me donnerait vraiment un tel ultimatum. Que j'espérais jusqu'au dernier moment qu'il appellerait pour dire qu'il m'aimait quoi qu'il arrive. Bref, a poursuivi Véronique après une pause, ils sont déjà à Bali. Ils reviennent dans 2 semaines. Peut-être que vous pourrez discuter à ce moment-là. Oui, peut-être, ai-je répondu, sachant que cette conversation n'aurait probablement pas lieu à l'initiative de Rémi. Et aussi, maman. Clément a ses examens le mois prochain. Il lui faut un nouvel ordinateur portable pour ses études. Je l'achèterai moi-même, mais après les réparations de la voiture, je suis complètement à sec. La voilà. La vraie raison de l'appel. Pas une inquiétude pour mon bien-être, pas un désir de réconcilier la mère et le fils, mais une autre demande d'argent. Combien coûte un ordinateur portable, Véronique? Environ 800 €. Mais c'est un bon investissement pour son avenir, n'est-ce pas? J'ai soupiré. 800 €, c'était presque tout mon revenu mensuel. Mais si je refusais, Véronique ne me traiterait-elle pas de la même manière que Rémi? Je vais voir ce que je peux faire, ai-je finalement dit. Donne-moi quelques jours. Merci, maman. Tu es la meilleure. Je savais que tu comprendrais. Après l'appel, je suis restée longtemps assise, à regarder par la fenêtre le ciel gris de Nantes. Un sentiment étrange m'a envahi.
Pas de l'amertume, pas de la colère, mais quelque chose comme une libération. Véronique n'avait pas appelé pour se réconcilier. Elle avait appelé pour demander de l'argent. Rémi avait rendu notre relation dépendante de mon soutien financier. Même Edgar, qui semblait toujours le plus indépendant, ne me contactait récemment que lorsqu'il avait besoin que je garde sa fille ou que je lui prête de l'argent pour des réparations de voiture. J'ai sorti mon carnet et j'ai commencé à calculer mes dépenses. Loyer, charges, nourriture, médicaments. Après toutes les dépenses nécessaires, il me restait environ 150 € de revenus disponibles par mois. Si j'annulais la télévision par câble, si j'arrêtais d'acheter de nouveaux vêtements et si je réduisais mes courses, je pourrais économiser une centaine d'euros de plus. Mais cela ne suffirait toujours pas à aider les enfants autant qu'ils en avaient l'habitude. Le lendemain, j'ai décidé de marcher plus loin que d'habitude. Au lieu de mon trajet habituel autour du pâté de maison, j'ai marché jusqu'au centre socioculturel local. J'étais toujours passé devant sans y prêter attention. Mais aujourd'hui, je me suis arrêté, attiré par une affiche colorée. Club Senior Actif. Rejoignez-nous. Pour les plus de 65 ans. À l'intérieur du centre, c'était lumineux et animé. Des personnes âgées faisaient du yoga dans une pièce, jouaient à des jeux de société dans une autre, et discutaient d'un livre dans une troisième. C'est votre première fois ici, a demandé une femme amicale à l'accueil. Je suis Sandra, la coordinatrice du programme senior. Oui, je passais par là et j'ai décidé d'entrer, ai-je répondu, me sentant un peu maladroite. Je m'appelle Marthe. Marthe Kinsley. Enchantée de vous rencontrer, Marthe. Nous avons beaucoup de choses intéressantes aujourd'hui. Voudriez-vous rejoindre le groupe d'artisanat? Ils se réunissent dans 15 minutes. Je voulais décliner, dire que je devais y aller, que j'avais des choses à faire, mais en réalité, tout ce qui m'attendait était un appartement vide et un téléphone silencieux. Avec plaisir, m'entendis-je dire. Le groupe d'artisanat s'est avéré petit, mais très amical. 6 femmes et un homme, tous de mon âge ou plus, étaient assis autour d'une grande table à tricoter, broder et discuter. Salut, nouvelle ici. Une femme potelée aux cheveux rouges vifs, manifestement teint, m'a souri. Je suis Doris. Voici Mireille, Louis, Franck, Jeannette et Berthe. Tout le monde m'a salué de la tête et avec des sourires. Marthe, me suis-je présentée. Je ne suis pas très douée pour le tricot, mais j'adorais la broderie autrefois. Oh, super. Doris a applaudi. Nous avons plusieurs projets de broderie en cours. Nous faisons des couvertures pour le service d'oncologie pédiatrique du CHU de Nantes. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. J'y ai travaillé comme infirmière. Pendant 40 ans. Vraiment? Les yeux de Doris se sont illuminés. Alors vous allez adorer notre projet. Nous brodons des personnages de dessins animés et de contes de fées pour remonter le moral des enfants. Ce jour-là, je suis restée au centre pendant 3 heures, brodant un petit renard sur un carré de tissu qui ferait plus tard partie d'une grande couverture. J'ai fait la connaissance de tous les membres du groupe et j'ai appris leurs histoires. Doris était une ancienne enseignante, Franck un ingénieur, et Mireille avait travaillé toute sa vie dans une bibliothèque. Tous avaient des familles, des enfants et des petits-enfants, mais ils venaient tous ici pour trouver de la compagnie, une activité qu'ils aimaient et un sentiment d'appartenance. Je suis rentrée chez moi avec un sentiment que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Un sentiment d'excitation et d'anticipation. Le groupe se réunissait 3 fois par semaine et j'ai décidé que j'assisterais à chaque réunion. Et c'est ainsi qu'a commencé un nouveau chapitre de ma vie. 3 fois par semaine, j'allais au centre socioculturel pour broder, discuter et rire. Parfois, je rejoignais un club de lecture ou un groupe de yoga pour seniors. Le reste du temps, j'étais toujours seule à la maison. Mais maintenant, cela ne semblait plus si déprimant. Il n'y avait toujours pas de nouvelles des enfants, à l'exception de rares appels de Véronique, dont chacun se terminait par une demande d'argent. Je lui donnais moins que ce qu'elle demandait, en expliquant ma situation financière. Elle écoutait avec une impatience mal dissimulée et mettait rapidement fin à la conversation une fois qu'elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Edgar a appelé une fois pour me demander de garder son chien pendant que lui et sa femme partaient en week-end. J'ai accepté, heureuse de rendre service, même modestement. Sa fille, Léa, est passée déposer le chien, un grand labrador nommé Chester, et a à peine dit bonjour, les yeux rivés sur son téléphone. « Comment vas-tu, ma puce ?» ai-je demandé, essayant d'engager la conversation. « Tu as décidé où tu iras à l'université ?»« Oui, à Sciences Po Paris. »
Si papy et mamie Brewster paient, a-t-elle dit, parlant de ses grands-parents maternels, avec qui Edgar était en bons termes. Et ton père? Il n'aide pas pour les frais de scolarité? Léa a ricané. Papa? Il n'a jamais d'argent. Tout part dans son garage. Il dit que dès que les affaires iront mieux, il pourra aider, mais ça fait 3 ans qu'il dit ça. J'ai hoché la tête, ressentant un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Donc, Edgar ne se comportait pas en nécessiteux seulement avec moi. Il faisait la même chose avec sa propre fille. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille. Je me suis complètement immergée dans la vie du centre socioculturel, m'inscrivant même à des cours d'informatique pour seniors. J'étais curieuse d'apprendre à utiliser Internet. Éléonore disait qu'on pouvait y trouver beaucoup de choses intéressantes. Une nuit, vers 2 heures du matin, j'ai été réveillée par la sonnerie du téléphone. Somnolente et désorientée, j'ai cherché le combiné à tâtons. Allô? Maman. La voix de Rémi semblait étrange, comme s'il était ivre ou en pleurs. Maman, tu es réveillée. Il est 2 heures du matin, Rémi. Bien sûr que je suis réveillée, ai-je dit, m'asseyant dans mon lit et allumant la lampe de chevet. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? Non. Il a reniflé. Et j'ai réalisé qu'il pleurait vraiment. Je ne vais pas bien. Elle est partie, maman. Olivia est partie. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Qu'est-ce que tu veux dire par partie? Vous vous êtes disputés? Non. Sa voix s'est brisée. Elle a pris tout l'argent. Tout. On est rentré de Bali il y a 3 jours. Je suis allée travailler et quand je suis rentrée, elle n'était plus là. Et l'argent non plus. Elle a vidé notre compte commun, pris tous les cadeaux de mariage, tout ce qui pouvait être vendu, même mes boutons de manchette, ceux que je tenais de mon père. J'ai fermé les yeux, sentant mon cœur se serrer pour mon fils. Rémi, je suis tellement désolée. Tu as appelé la police? Oui, mais ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. On était mariés. C'était un compte commun. Techniquement, elle avait droit à l'argent. Il a de nouveau sangloté. Elle est retournée avec son ex. Pendant tout ce temps qu'elle était avec lui, elle s'est servie de moi. J'étais silencieuse, ne sachant que dire. Une partie de moi voulait dire, je te l'avais bien dit. Mais je savais que cela ne ferait qu'aggraver sa douleur. J'ai tellement honte, maman, a poursuivi Rémi après une pause. Tu avais raison à son sujet. Tu as vu ce que je ne voulais pas voir, et moi, je t'ai si maltraité. Je ne t'ai pas invité à mon propre mariage à cause de l'argent. Quel idiot j'ai été. Rémi, mon chéri, ai-je dit, en essayant de paraître calme et confiante. Tu n'es pas un idiot. Tu es juste tombé amoureux de la mauvaise personne. Ça arrive. Mais j'ai tout perdu, maman. Tout l'argent que j'ai emprunté à des amis pour ce stupide mariage. Tous les cadeaux de mariage. Il ne me reste que des dettes. Où es-tu maintenant? Dans un motel en périphérie. Je ne peux pas retourner à notre appartement. Je ne peux pas le payer seul. J'ai pris une profonde inspiration, sachant que la question suivante était inévitable. Maman. La voix de Rémi est devenue plus basse, plus incertaine. Je sais que je n'ai aucun droit de demander, mais, est-ce que je peux rester chez toi pour un temps? Le temps que je me remette sur pied. Je trouverai un travail. Je paierai pour la nourriture. Je te le promets. J'ai juste besoin d'un endroit où attendre que ce cauchemar passe. J'ai fermé les yeux. C'était le moment de vérité. Une partie de moi voulait refuser, lui dire qu'il avait fait son choix en me donnant cet ultimatum, qu'il devait gérer ses problèmes lui-même. Mais une autre partie de moi, la partie mère, celle qui ne meurt jamais, peu importe le nombre d'années qui passent, connaissait déjà la réponse. Bien sûr, Rémi. Tu peux venir demain. Je n'ai qu'une chambre, mais le canapé du salon est convertible. Vraiment. Sa voix semblait surprise et soulagée. Tu n'es pas en colère contre moi après tout ce que j'ai dit. Je suis ta mère, Rémi. Je t'aimerai toujours, quoi qu'il arrive. J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté. Mais nous devrons établir quelques règles. C'est ma maison, et j'attends du respect. Oui, bien sûr, maman. Je comprends. Merci. Vraiment. Après la conversation, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée allongée, les yeux fixés sur le plafond, pensant à quel point la vie est étrange. Il y a à peine un mois, mon fils me donnait un ultimatum et exigeait de l'argent pour une lune de miel avec une femme qui, en fin de compte, ne l'aimait pas.
Maintenant, il rentre à la maison, chez la mère qui l'a rejeté, parce qu'il n'a nulle part où aller. Était-ce la justice, un châtiment, ou simplement la vie, qui suit rarement nos plans? Le matin, j'ai commencé à préparer mon petit appartement pour l'arrivée de mon fils. J'ai libéré de l'espace dans un placard, acheté des serviettes supplémentaires et fait sa tarte aux pommes préférée. À midi, la sonnette a retenti. Rémi se tenait sur le seuil avec un sac à dos usé et avait l'air terrible, pâle, des cernes sous les yeux, hagard. Malgré tout ce qui s'était passé entre nous, mon cœur s'est serré de pitié. « Salut, maman », dit-il doucement. « Salut, mon fils. » Je me suis écartée, le laissant entrer. « Entre. Tu dois avoir faim. » Il a hoché la tête sans lever les yeux et est entré, emportant avec lui une odeur de pluie et de chagrin. Les premiers jours de cohabitation avec Rémi furent difficiles. Il quittait à peine la chambre improvisée que j'avais installée dans le salon. Il restait allongé sur le canapé toute la journée, fixant le plafond ou l'écran de son téléphone. Il mangeait à peine, refusait de parler et ne quittait l'appartement que pour aller aux toilettes. Plusieurs fois, je l'ai entendu pleurer doucement la nuit, quand il pensait que je dormais. Je ne l'ai pas pressé de parler ou de chercher un travail. Je voyais que mon fils était en pleine dépression, et je savais que la pression ne ferait qu'empirer les choses. Au lieu de cela, je suis simplement restée à proximité, lui préparant ses plats préférés, même s'il y touchait à peine, laissant des serviettes propres et des vêtements lavés, m'asseyant parfois tranquillement à côté de lui en faisant ma broderie pour le centre socioculturel. Le 4e jour, Rémi a enfin prononcé plus que quelques mots. « Pourquoi tu ne me dis pas je te l'avais bien dit ?» demanda-t-il, en regardant par la fenêtre Nantes sous la pluie. « N'importe qui à ta place me l'aurait jeté à la figure. » J'ai posé ma broderie et j'ai regardé mon plus jeune fils. À presque 40 ans, il avait l'air si perdu, si vulnérable, tout comme lorsqu'il avait 4 ans et que son père était mort. Parce que ça n'aiderait pas, Rémi. Tu es déjà assez mal comme ça. Pourquoi en rajouter? Il s'est tourné vers moi, les larmes aux yeux. Mais tu m'avais prévenu. Tu as vu clair en elle dès le début, et j'étais si aveugle, si arrogant. Je me suis assise à côté de lui sur le canapé et lui ai doucement pris la main. Tout le monde a le droit de faire des erreurs, mon chéri. L'important est d'en tirer des leçons. Rémi a serré ma main en réponse, et ce petit geste d'intimité m'a profondément touchée. Depuis combien de temps n'avions-nous pas partagé un geste aussi simple et sincère? Je ne sais pas si je pourrais un jour refaire confiance aux gens, a-t-il murmuré. Elle semblait si sincère. Je croyais vraiment qu'elle m'aimait. Je sais, ai-je répondu doucement. Et ce n'est pas ta faute. Après cette conversation, quelque chose a changé. Rémi a commencé à sortir progressivement de son cocon de chagrin et de désespoir. Il a commencé à m'aider aux tâches ménagères, à préparer parfois le dîner, et à regarder des offres d'emploi en ligne. Nous avons commencé à parler davantage, d'abord du temps, des nouvelles, de mes nouveaux amis du centre socioculturel, puis de choses plus profondes. Un soir, alors que nous étions assis sur le petit balcon à regarder le coucher du soleil, un spectacle rare à Nantes à cette période de l'année, Rémi s'est soudain mis à parler de son père. Je ne me souviens presque pas de lui, a-t-il avoué. Juste des bribes, comme quand il me lançait en l'air et me rattrapait. Comme quand il me lisait des histoires, l'odeur de son eau de Cologne. J'ai hoché la tête, sentant une boule dans ma gorge. Jacques avait été un bon père, surtout pour Rémi. C'est peut-être pour cela que j'avais toujours eu plus de mal à être stricte avec mon plus jeune fils. J'essayais de compenser l'absence de son père. Il t'aimait beaucoup, ai-je dit doucement. Il disait toujours que tu irais plus loin que nous, que tu deviendrais médecin ou scientifique. Rémi a souri amèrement. Au lieu de ça, je suis devenu vendeur d'électroménager, et je ne suis même pas très bon à ça. Il serait quand même fier de toi, ai-je dit en posant ma main sur son épaule. Pas pour ton travail ou tes réussites. Juste parce que tu es son fils. Rémi est resté silencieux un long moment, puis s'est tourné vers moi avec une expression que je n'avais pas vue sur son visage depuis des années. Ouverte, vulnérable, sincère. Et toi, maman? Tu es fière de moi? Je l'ai regardé, l'homme que mon plus jeune enfant était devenu, avec toutes ses erreurs, ses faiblesses et ses défauts, toutes ses possibilités et son potentiel inexploité. Oui, Rémi. Je suis fière de toi. Surtout maintenant que tu as trouvé la force d'admettre tes erreurs et que tu essaies de rectifier les choses. Des larmes ont brillé dans ses yeux, mais il a rapidement détourné le regard, prétendant que quelque chose y était entré. Les hommes sont des créatures si prévisibles,
même quand ils ont presque 40 ans. Les semaines suivantes ont apporté des changements progressifs. Rémi a trouvé un emploi temporaire dans un magasin d'électronique près de chez nous. Le salaire n'était pas mirobolant, mais il a insisté pour contribuer à sa part du loyer et des courses. Chaque soir, nous dînions ensemble, parlant de tout et de rien. Son travail, mes nouveaux amis, les livres que nous lisions, les films que nous regardions ensemble le soir. Je lui ai présenté Éléonore et ils se sont étonnamment bien entendus, discutant de rock classique. Mon amie avait été une grande fan des Rolling Stones dans sa jeunesse, et Rémi avait hérité son amour pour le groupe de son père. Une fois, il est même venu avec moi au centre socioculturel et a aidé à installer de nouveaux logiciels sur les ordinateurs du cours d'informatique pour seniors. Doris et le reste de mon groupe d'artisanat étaient ravis de lui. Un homme grand et beau qui était si doux avec sa mère. Vous avez de la chance d'avoir un fils comme ça, m'a murmuré Doris quand Rémi est allé parler à Franck de Trucs d'homme. Il est si attentionné. J'ai juste souri en réponse, ne voulant pas partager les complications de notre histoire. Mais au fond de moi, j'étais reconnaissante pour cette opportunité de redécouvrir mon fils, de voir les bonnes qualités qui avaient toujours été là, mais qui s'étaient perdues sur le chemin de l'âge adulte. Véronique et Edgar ont été surpris d'apprendre que Rémi vivait avec moi. Ils appelaient moins souvent que d'habitude. Et quand ils le faisaient, leur conversation était remplie d'une désapprobation à peine dissimulée. « Tu es sûre que c'est une bonne idée, maman ?» demandait Véronique. « Tu as 79 ans. Tu ne devrais pas entretenir un fils adulte. »« Il contribue à sa part des dépenses, » répondais-je. « Et il m'aide à la maison plus que n'importe lequel d'entre vous ne l'a fait depuis des années. » Edgar était plus direct. « J'ai entendu dire qu'Olivia a pris tout leur argent. J'espère qu'il n'essaie pas de mettre la main sur tes économies après tout le drame du mariage. Ce serait le comble du cynisme. Ton frère essaie de se remettre sur pied après une période difficile, ai-je répondu froidement. Il a besoin de soutien, pas de condamnation. En fait, je comprenais leur inquiétude. J'avais moi-même encore des doutes sur le fait que Rémi ait vraiment changé, ou si c'était un phénomène temporaire causé par le choc et la nécessité. Mais chaque jour qui passait, ces doutes s'estompaient, laissant place à un optimisme prudent. Rémi a commencé à chercher un emploi plus stable, a mis à jour son CV et a passé plusieurs entretiens. Le soir, il allait parfois à un groupe de soutien pour les personnes ayant vécu un divorce ou une rupture. Une idée suggérée par l'un de ses nouveaux collègues. Beaucoup de gens là-bas ont vécu des choses similaires, m'a-t-il dit après l'une des réunions. Certaines histoires sont encore pires que la mienne. Un gars a épousé une femme qui s'est avérée être une escroc recherchée par la police. Elle a utilisé ses papiers pour ouvrir des lignes de crédit, puis a disparu, le laissant avec des centaines de milliers d'euros de dettes. C'est affreux, ai-je secoué la tête. Ouais, a convenu Rémi. En entendant des histoires comme ça, je suis presque reconnaissant qu'Olivia se soit limitée à notre argent commun et ne se soit pas endettée en mon nom. Un soir, environ un mois après son installation chez moi, nous étions assis sur le canapé à regarder un vieux film de Cary Grant. Rémi savait que j'avais toujours été une fan. Soudain, mon fils a mis le film sur pause et s'est tourné vers moi avec une expression sérieuse. « Maman, je veux te dire quelque chose sur la façon dont les choses se sont passées avec Olivia. Toute la vérité. » J'ai éteint la télévision et me suis tournée vers lui, lui faisant savoir que j'écoutais attentivement. Je savais, a-t-il commencé doucement. Au fond de moi, j'ai toujours su qu'elle ne m'aimait pas vraiment. Il y avait des signes dès le début. Elle posait toujours des questions sur l'argent, sur mes perspectives. Elle critiquait mon travail, mon appartement, ma voiture. Elle disait que je méritais mieux, qu'avec mon charme et mes capacités, je pourrais avoir tellement plus de succès. Il a fait une pause, rassemblant ses pensées. J'aimais entendre ça. Tu sais, toutes mes relations précédentes se sont terminées avec des femmes qui disaient que je n'étais pas assez ambitieux, pas assez réussi. Mais Olivia, elle semblait voir quelque chose de spécial en moi. Elle croyait en moi plus que je ne croyais en moi-même. J'ai hoché la tête, commençant à comprendre. Mais peu à peu, sa croyance s'est transformée en pression constante. Elle insistait pour que je cherche un meilleur travail, que je contracte des prêts pour une entreprise que je n'étais pas prêt à démarrer. Elle voulait un appartement cher, une voiture chère, des restaurants chers, et moi, j'essayais de suivre. J'ai pris des gardes supplémentaires, je me suis endettée. Rémi a passé la main dans ses cheveux, un geste qu'il avait pris de son père. Quand je l'ai demandé en mariage, elle était ravie, mais pas parce qu'elle voulait passer sa vie avec moi, mais parce qu'elle voulait un mariage et une lune de miel coûteux.
Elle a insisté pour Bali, même si j'ai suggéré des options plus abordables. Elle a dit que ce serait un investissement dans nos souvenirs. Il a souri amèrement. Je savais que je ne pouvais pas me le permettre. Mais elle était si excitée à ce sujet, si heureuse. Je ne voulais pas la décevoir. Et quand tu as refusé de me donner l'argent, j'ai ressenti une telle rage. Pas contre elle pour avoir exigé l'impossible, mais contre toi pour ne pas m'avoir aidé à maintenir l'illusion. J'ai écouté en silence, le laissant parler. Ensuite, nous avons emprunté de l'argent à ses parents et avons contracté un prêt. À Bali, elle était plus heureuse que jamais. Elle prenait des photos pour son Instagram et se vantait auprès de ses amis. Et quand nous sommes rentrés, sa voix a vacillé. Quand nous sommes rentrés et que je suis allée travailler, elle a emballé tous ses objets de valeur et est partie. Elle a juste laissé une note disant « Je suis désolée, mais tu n'es pas la personne dont j'ai besoin. Je mérite mieux. » Rémi a couvert son visage de ses mains, et ses épaules ont tremblé. Je l'ai serré dans mes bras comme je le faisais quand il était petit et qu'il tombait de vélo ou avait une mauvaise note à l'école. Le pire, maman, a-t-il murmuré, c'est qu'elle me manque encore. Pas la vraie Olivia qui s'est servie de moi et m'a abandonnée, mais celle qu'elle prétendait être, la femme qui, je le pensais, croyait en moi et m'aimait malgré tous mes défauts. Je comprends, ai-je dit doucement. Parfois, la chose la plus difficile à lâcher n'est pas la personne, mais l'illusion que nous nous sommes créée à son sujet. Nous sommes restés longtemps en silence. Dehors, la pluie a commencé à tomber, tambourinant sur les avant-toits comme des centaines de petits tambours. Ce son calmait toujours Rémi quand il était enfant. Il disait que c'était le meilleur son pour s'endormir. « Merci, maman », a-t-il finalement dit, se redressant et essuyant ses yeux. De m'avoir écouté, de ne pas m'avoir jugé, de m'avoir laissé rentrer à la maison après tout ce que j'ai dit. C'est à ça que servent les mères. J'ai souri, en lui serrant la main. Non, a secoué la tête Rémi. Toutes les mères ne sont pas comme ça. J'ai de la chance de t'avoir, et je commence seulement à m'en rendre compte. Il s'est levé, s'est étiré et a bâillé. Je vais me coucher. Je dois me lever tôt demain. J'ai un entretien à 9 heures. Où cette fois? Ai-je demandé. Une entreprise de construction. Chef des ventes. Le salaire est meilleur qu'au magasin et il y a des possibilités d'évolution. Bonne chance, mon chéri. Je croise les doigts pour toi. Quand il est retourné dans son coin du salon, je suis restée assise longtemps, pensant à notre conversation. Cela faisait mal d'entendre ce que mon fils avait traversé, mais en même temps, je me sentais soulagée qu'il ait enfin pu admettre la vérité, non seulement à moi, mais à lui-même. Le matin, Rémi est parti pour son entretien et j'ai décidé de retrouver Éléonore dans un café près du centre socioculturel. Mon ami a écouté le récit de la conversation de la veille et a remué son thé pensivement. Tu sais, Marthe, parfois les leçons les plus importantes de la vie viennent par la douleur. Ton fils commence enfin à comprendre qu'il était ce qui est vraiment important pour lui. J'espère que tu as raison, ai-je soupiré. Je veux tellement qu'il soit heureux. Je veux qu'il trouve le véritable amour, pas une illusion. Il le trouvera, a hoché la tête Éléonore avec confiance. Maintenant qu'il commence à voir la vérité sur lui-même et sur les autres, il a de bien meilleures chances d'accéder au vrai bonheur. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai trouvé Rémi en train de préparer le dîner avec enthousiasme. Quelque chose sentait délicieusement bon. Comment s'est passé l'entretien? Ai-je demandé en enlevant mon manteau. Super, a-t-il souri, et c'était un vrai sourire qui atteignait ses yeux. Ils m'ont offert le poste sur le champ. Je commence lundi. C'est merveilleux, mon chéri. Je l'ai serré dans mes bras, sentant une chaleur se répandre en moi. Je suis si heureuse pour toi. Le salaire est bon, a-t-il poursuivi en retournant à ses fourneaux. Je pourrai bientôt trouver mon propre appartement. Ce n'est pas que je n'aime pas vivre avec toi, mais tu as besoin de ton propre espace, ai-je terminé pour lui. Je comprends. Oui. Il a hoché la tête, reconnaissant de ma compréhension. Et aussi, maman, je veux te rembourser. L'argent que tu as donné à Véronique pour mes études et tout le reste. Pas tout d'un coup, bien sûr, mais petit à petit. J'ai secoué la tête. Rémi, tu n'as pas à faire ça. Je t'ai aidé parce que je le voulais, pas pour le récupérer plus tard. Je sais, a-t-il dit, en me regardant sérieusement. Mais c'est important pour moi. Je veux me prouver avant tout à moi-même que je ne suis pas comme Olivia, que je ne me sers pas des gens qui m'aiment. J'ai hoché la tête,
comprenant son besoin de restaurer son estime de soi. D'accord, si c'est si important pour toi. Ça l'est. Il est retourné à sa cuisine, mais après une minute, il a repris la parole sans me regarder. Tu sais, maman, j'ai beaucoup appris ces dernières semaines. Sur moi-même, sur la vie, sur ce qui compte vraiment. Et qu'est-ce qui compte, Rémi? Il s'est tourné vers moi et j'ai vu quelque chose de nouveau dans ses yeux. Une sagesse qui n'y était pas auparavant. Pas l'argent, pas le statut, pas ce que les autres pensent. L'honnêteté envers soi-même et envers les autres. La capacité de voir les gens tels qu'ils sont, pas comme on voudrait qu'ils soient. Et l'amour. Le véritable amour qui t'accepte entièrement et n'essaie pas de te changer pour correspondre à ses standards. J'ai souri, sentant les larmes me monter aux yeux. Ce sont des vérités très importantes, mon fils. C'est dommage que certaines personnes n'y parviennent jamais de toute leur vie. J'aurais préféré y arriver autrement, a-t-il souri. Mais je suppose qu'il me fallait un bon coup sur la tête pour commencer à penser clairement. Ce soir-là, nous avons dîné ensemble, parlant de son nouveau travail, de ses projets d'avenir et d'un livre que j'avais récemment lu dans mon club de lecture. C'était une conversation simple, ordinaire, entre une mère et son fils. Mais pour moi, elle était inestimable. Pour la première fois depuis de nombreuses années, nous nous écoutions vraiment, parlions sincèrement, sans arrière-pensée ni ressentiment tacite. Plus tard, allongé dans mon lit, écoutant la pluie tambouriner sur le toit, j'ai pensé à quel point la vie est étrange. Parfois, nous devons perdre quelque chose pour trouver quelque chose de plus précieux. Rémi a perdu une relation illusoire basée sur des mensonges, mais a gagné une nouvelle compréhension de lui-même et du monde. Et moi, ayant perdu mon fils parfait qui ne faisait jamais d'erreur, j'ai trouvé le vrai, avec ses faiblesses et ses forces, ses erreurs et ses prises de conscience. Et c'était peut-être la leçon la plus importante. Accepter les gens tels qu'ils sont, ne pas idéaliser, ne pas juger trop durement, juste aimer, soutenir et croire que même dans les moments les plus sombres, il y a de la place pour la croissance et le changement. 6 mois passèrent comme un éclair. L'hiver de Nantes céda la place à un printemps timide, puis à l'été. Mon 80e anniversaire fut discret mais chaleureux. Rémi organisa une petite fête dans mon appartement et invita Éléonore et quelques-uns de mes amis du centre socioculturel. Véronique et Edgar vinrent aussi, bien que je puisse voir qu'ils étaient mal à l'aise. Notre relation avait changé au fil des mois. Après l'incident avec Rémi, j'avais réévalué ma relation avec mes enfants. Quand Véronique appela de nouveau pour demander à emprunter de l'argent pour un nouveau téléphone pour Clément, je refusai calmement. « Mais maman, protesta-t-elle, tu nous as toujours aidés. »« Et je continuerai à vous aider, ma chérie, répondis-je. Mais seulement quand c'est vraiment nécessaire. Un nouveau téléphone est un luxe, pas une nécessité. Clément a déjà un téléphone qui fonctionne. Mais tous ses amis. » Véronique, l'interrompis-je doucement mais fermement. Ton fils a 17 ans. S'il veut un nouveau téléphone, il devrait prendre un petit boulot après les cours. Ce sera une expérience utile. Il y eut une pause, et je pouvais presque sentir physiquement son indignation à travers le combiné. « Qu'est-ce qui t'arrive, maman ?» demanda-t-elle finalement. « Tu es devenue si froide. »« Pas froide, ma chérie. J'ai juste réalisé que je ne vous aide pas en résolvant constamment vos problèmes financiers. Je vous prive de l'opportunité d'apprendre à vous débrouiller seul. » Véronique renifla et mit rapidement fin à la conversation, clairement mécontente. Après cela, elle appela moins souvent, et quand elle le faisait, la conversation était brève et tendue. La communication plus chaleureuse me manquait, mais je comprenais que c'était une étape nécessaire. Nous nous habituions toutes les deux aux nouvelles limites de notre relation. La situation avec Edgar évolua de manière similaire. Quand il demanda à emprunter de l'argent pour de nouveaux équipements pour son garage, je lui proposai plutôt de l'aider à rédiger un business plan pour obtenir un prêt bancaire. « J'ai travaillé avec des documents financiers toute ma vie, dis-je. Je peux t'aider à préparer une bonne présentation pour la banque. » La banque. Il semblait sincèrement surpris. « Mais c'est tellement de paperasse, maman, et des intérêts. Ce qui te motivera à développer ton entreprise plus efficacement, terminai-je pour lui. De plus, c'est plus honnête envers toi. Tu connaîtras les conditions exactes de remboursement plutôt que de te demander si je te demanderai de me rembourser à un moment inopportun. » Il accepta à contre-cœur et nous avons vraiment travaillé sur un business plan. À sa surprise, mais pas à la mienne, la banque approuva le prêt et maintenant son garage commence à générer un revenu stable. Edgar m'invita même à l'inauguration de ses nouveaux locaux,
me présentant à ses collègues comme la conseillère financière de l'entreprise. Je vis un mélange de fierté et de surprise dans ses yeux. Il ne m'avait jamais vu auparavant comme quelqu'un qui pouvait donner de précieux conseils commerciaux. Quant à Rémi, il tint parole. Après avoir travaillé 3 mois dans une entreprise de construction, il trouva un petit appartement non loin de chez moi et déménagea. Bien qu'au début, il s'inquiétait de savoir si je pourrais me débrouiller seul. « Maman, je peux rester un peu plus longtemps, dit-il. Ce n'est pas un problème pour moi. Rémi, j'ai vécu seul bien avant que tu n'arrives, souris-je, et je m'en suis très bien sorti. Tu as besoin de ton propre espace, de ta propre vie. Il hocha la tête mais avait l'air inquiet. Promets-moi d'appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. N'importe quoi. Promis. Je le serrai dans mes bras. Et toi, promets-moi de venir me voir juste comme ça, pas seulement quand tu as besoin de quelque chose. Il tint aussi cette promesse. Maintenant, il passait 1 ou 2 fois par semaine. Parfois avec des courses pour le dîner, parfois juste pour discuter ou aider à la maison. Nous sommes devenus plus proches que nous ne l'avions été depuis qu'il avait quitté la maison. Mais le changement le plus important dans ma vie fut les cours de peinture que je décidai enfin de prendre. C'était un rêve que je chérissais depuis ma jeunesse. Mais je l'avais toujours repoussé. D'abord à cause du mariage et des enfants, puis à cause du travail et des responsabilités familiales après la mort de Jacques, et enfin par habitude de faire passer les besoins de mes enfants avant les miens. Les cours avaient lieu dans le même centre socioculturel où je faisais mes travaux d'aiguille. 2 fois par semaine, je passais 3 heures à apprendre les bases de la composition, de la perspective, de la lumière et de l'ombre. Mon professeur était Arthur Leclerc, un professeur de beaux-arts à la retraite depuis 10 ans. Un homme grand et mince avec une tignasse de cheveux gris et des yeux bruns vifs, il traitait ses élèves âgés avec le même respect et la même rigueur qu'il avait montré à ses jeunes étudiants universitaires. L'âge n'est pas une excuse pour la paresse ou la négligence, disait-il en marchant entre les chevalets. Vous avez une expérience de vie que les jeunes de 20 ans n'ont pas. Utilisez-la dans votre article. Je ne me suis pas avérée être une élève si désespérée. Des années de couture et de broderie avaient développé ma motricité fine et mon sens du détail. De plus, comme Arthur le souligna, j'avais un bon sens de la couleur. Je comprenais intuitivement quelles nuances s'accordaient bien et lesquelles juraient. Vous avez du potentiel, Marthe, dit-il un jour, en regardant ma nature morte. Vous avez juste besoin de plus de pratique et d'un peu plus de confiance. Il y avait 12 personnes dans le groupe, toutes de plus de 60 ans. Nous sommes rapidement devenus proches, unis par un intérêt commun et l'absence de la compétition qui empoisonne souvent les relations dans les groupes plus jeunes. Après les cours, nous allions souvent dans un café voisin pour discuter des techniques de dessin, des expositions et des livres d'art. Je suis devenue particulièrement proche de Rose Paget, une veuve de 75 ans qui avait travaillé toute sa vie comme bibliothécaire et qui, comme moi, n'avait trouvé le temps pour ses passions qu'à la retraite. Elle avait 4 enfants et 9 petits-enfants qui, selon ses propres mots, la traitaient comme un distributeur de billets, jusqu'à ce qu'elle ferme la boutique. Les premiers mois ont été terribles, me raconta-t-elle autour d'une tasse de thé. Ils m'ont accusé de tous les péchés capitaux, de l'avarice à l'égoïsme. Mais j'ai tenu bon. Et vous savez quoi? 1 an plus tard, tout a changé. Maintenant, ils viennent me voir pour des conseils, pas pour de l'argent. Ils m'invitent aux fêtes de famille, non pas parce qu'ils veulent que je paie le restaurant, mais parce qu'ils veulent sincèrement que je sois là. Son histoire me donna l'espoir que ma relation avec mes enfants s'améliorerait avec le temps. Pour l'instant, les progrès étaient inégaux. Véronique était toujours rancunière. Edgar était réservé mais poli, et seul Rémi, qui avait subi sa propre transformation, semblait sincèrement heureux de mes nouveaux intérêts et activités. « Je ne t'ai jamais vue aussi animée, maman, » dit-il quand je lui montrai mes premières œuvres. « Tu aimes vraiment ça, n'est-ce pas? » Plus que je n'aurais pu l'imaginer, admis-je. J'aurais aimé commencer plus tôt. Il n'est jamais trop tard, dit-il en passant son bras autour de mes épaules. Regarde grand-mère Moses. Elle a commencé à peindre à 78 ans et est devenue célèbre. Eh bien, je ne cherche pas la gloire, ris-je. J'apprécie juste le processus. En juillet, alors que notre cours touchait à sa fin, Arthur proposa une courte excursion sur la côte. Peindre en plein air est une expérience complètement différente, expliqua-t-il. On apprend à travailler avec la lumière naturelle et un paysage en constante évolution. C'est un défi, mais aussi très amusant. Nous avons tous accepté avec enthousiasme.
Rose suggéra d'aller à la Baule, une plage à quelques heures de route de Nantes, où sa famille avait une maison d'été. Mes enfants n'y vont plus, dit-elle. On pourrait y rester le week-end, peindre, se promener. La maison est vieille, mais il y a beaucoup de place pour tout le monde. Le plan fut approuvé à l'unanimité. Rémi m'aida à faire mes bagages et me conduisit au point de rendez-vous du groupe. « Tu es sûr que ça va aller ?» demanda-t-il en nous. Disant au revoir. 2 jours dans un endroit inconnu. Rémi, j'ai 80 ans, pas 108, dis-je en lui tapotant le bras de manière enjouée. Je suis parfaitement capable de passer un week-end hors de la ville. Bien sûr, sourit-il. Appelle si tu as besoin de quoi que ce soit. Je peux venir te chercher à tout moment. Je le ferai. Je l'embrassai sur la joue. Amuse-toi bien et bonne chance pour ton rendez-vous. Rémi avait récemment commencé à sortir avec une femme qu'il avait rencontrée au travail. Charlotte était comptable dans son entreprise. Calme, posée, avec un bon sens de l'humour. Elle était l'opposé complet d'Olivia, ce que je considérais comme un très bon signe. Le cottage de Rose s'est avéré être une confortable structure en bois sur une falaise au-dessus de l'océan. De grandes fenêtres donnaient sur l'ouest, vers l'eau, et la terrasse offrait une vue imprenable sur la côte. Nous nous sommes partagés les chambres, principalement par paire, mais j'ai eu une petite chambre sous les toits avec un lit simple et une fenêtre ronde comme un hublot de navire. Nous avons passé la première journée sur la plage, à dessiner l'océan, les rochers et les mouettes. Arthur se promenait parmi nous, donnant des conseils et nous montrant comment capturer le mouvement des vagues ou le jeu de la lumière sur l'eau. Le soir, nous avons cuisiné le dîner ensemble, ouvert quelques bouteilles de vin et chanté de vieilles chansons accompagnées par Franck à la guitare. Le deuxième jour, le temps s'est gâté. Une pluie typique du nord-ouest a commencé le matin, couvrant l'océan d'un voile gris. Mais Arthur n'y vit que de nouvelles opportunités. La pluie change les couleurs, les textures, l'humeur du paysage, expliqua-t-il. Aujourd'hui, nous ne peindrons pas un océan lumineux et joyeux, mais un océan mystérieux et pensif. C'est une excellente occasion d'expérimenter avec les nuances de gris. Nous nous sommes installés sur la terrasse couverte, emmitouflés dans des pulls et des couvertures avec du thé chaud dans des thermos. J'essayais de capturer la ligne d'horizon floue où le ciel gris se confondait avec la mer grise quand mon téléphone sonna. C'était Véronique. « Maman, où es-tu ? J'ai appelé chez toi, mais personne n'a répondu. Je suis hors de la ville, ma chérie. Sur la côte avec mes amis du cours d'art. Hors de la ville. » Sa voix semblait sincèrement surprise. « Mais avec qui ? » « Avec mes amis, répétai-je patiemment. Nous sommes venus peindre l'océan. Peindre, maintenant. Il y avait une stupéfaction presque comique dans sa voix. Tu peins depuis 3 mois maintenant. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Mon professeur dit que je suis plutôt douée. Il y eut une pause. Je vois, dit-elle finalement. Bon, je voulais juste voir si tu pouvais garder Manon le week-end prochain. C'est l'anniversaire de Gary et moi, et on veut partir un peu. Je regardais mon dessin inachevé, la pluie, mes amis affairés à créer, et je sentis une ferme résolution grandir en moi. Je suis désolée, ma chérie, mais j'ai déjà des projets pour le week-end prochain. Nous avons une exposition au centre socioculturel, et je ne peux pas la manquer. Une exposition. Elle semblait complètement perdue. Quelle sorte d'exposition ? Notre groupe expose les œuvres que nous avons réalisées pendant le cours. Chacun présentera 2 ou 3 peintures. Tu pourrais venir avec ta famille si tu veux. J'adorerais te montrer mon travail. Une autre pause, encore plus longue. Oui, bien sûr, dit-elle finalement, d'un ton incertain. Je verrai si on peut venir. Qui s'occupera de Manon ? Peut-être que tu pourrais engager une babysitter ou demander à Edgar ou Rémi. Rémi, ricana-t-elle. Il ne connaît rien aux enfants. Il s'entend très bien avec les enfants des voisins, objectai-je. Il les aide parfois avec leurs devoirs. Vraiment. Sa voix sembla à nouveau surprise. Je ne savais pas ça. Les choses changent, ma chérie, dis-je doucement. Les gens aussi. Après notre conversation, je suis retournée à ma peinture, mais les pensées de Véronique n'arrêtaient pas de me distraire. J'espérais qu'avec le temps, elle comprendrait que mes nouvelles limites n'étaient pas un rejet de son amour, mais simplement une nouvelle phase de notre relation, plus saine pour nous deux. Le soir, la pluie avait cessé, et nous avons décidé de faire une dernière séance de peinture sur la plage avant le coucher du soleil.
J'étais assise sur une chaise pliante, essayant de capturer le jeu de la lumière sur l'eau quand Rose s'est assise à côté de moi. « Comment va ta peinture ?» demanda-t-elle en regardant mon chevalet. « Je ne suis pas sûre. » Je me penchai en arrière, examinant mon travail d'un œil critique. Je ne pense pas avoir bien réussi les couleurs. J'aime bien, dit-elle en penchant la tête sur le côté. Surtout la façon dont tu as capturé le reflet du soleil sur l'eau. C'est très vivant. Nous sommes restés silencieux un moment, contemplant l'océan. Le soleil descendait vers l'horizon, peignant l'eau de nuances d'or et de cuivre. Tu sais à quoi je pense, dit finalement Rose. Comme la vie est drôle. On passe des décennies à s'occuper des autres, en s'oubliant soi-même, et puis soudain on se rend compte qu'on a encore du temps. Du temps pour nous, pour nos passions, pour de nouveaux amis. J'ai hoché la tête, sentant ces mots résonner en moi. Je me demande souvent si j'ai commencé trop tard, ai-je admis. Si j'avais commencé à peindre à 40 ou 50 ans, alors tu n'aurais peut-être pas eu l'expérience de vie qui rend ton travail si spécial, termina Rose pour moi. Tout vient en son temps, Marthe. On ne peut pas presser la vie. Arthur apparut sur le rivage, appelant tout le monde pour une photo de groupe devant le coucher de soleil. Nous nous sommes rassemblés, 12 étudiants et un professeur, riants, heureux, avec de la peinture sur les mains et les vêtements. Souriez, ordonna Franck en réglant l'appareil photo sur un retardateur et en nous rejoignant rapidement. Le clic de l'appareil a capturé un moment que je savais qu'il resterait avec moi pour toujours, pas seulement comme une image, mais comme un sentiment d'appartenance, de joie et de nouvelles possibilités. Plus tard, quand tout le monde fut rentré dans sa chambre, je suis restée seule sur la terrasse. L'océan rugissait en contrebas et les étoiles scintillaient dans le ciel clair lavé par la pluie. J'ai pensé aux 6 derniers mois, aux changements qui avaient eu lieu dans ma vie et dans celle de mes enfants. Rémi avait trouvé un nouveau travail, un nouvel appartement et peut-être un nouvel amour. Edgar développait son entreprise, comptant sur ses propres forces plutôt que sur mon soutien financier. Véronique, eh bien, les choses étaient plus compliquées avec Véronique, mais je croyais qu'avec le temps, elle comprendrait que mes nouvelles limites n'étaient pas une punition, mais une opportunité pour nous deux de grandir. Je me suis souvenu du moment où j'ai décidé de ne pas aller au mariage de Rémi. À l'époque, cela semblait la décision la plus difficile de ma vie. Maintenant, je voyais que c'était un tournant, non seulement pour moi, mais aussi pour lui. C'était le moment où nous avons tous les deux commencé à nous voir plus clairement. Peut-être, pensais-je en regardant l'océan, que parfois le plus beau cadeau que nous puissions faire à ceux que nous aimons, ce n'est pas l'argent, ni les choses, ni même un soutien inconditionnel à toutes leurs décisions. Mais la leçon, douloureuse peut-être, mais nécessaire. La leçon que le véritable amour ne signifie pas une complaisance sans fin. Que le respect doit être mutuel. Que chaque personne, même une mère, a le droit à sa propre vie, à ses propres rêves, à ses propres limites. Je ne savais pas ce que l'avenir apporterait. À 80 ans, l'avenir est toujours incertain et limité, mais je savais que je vivrais le reste de mes années selon mes propres termes. Peignant, passant du temps avec des amis, profitant des plaisirs simples de la vie, et devenant peut-être une meilleure mère pour mes enfants. Non pas celle qui leur donne toujours ce qu'ils demandent, mais celle qui leur donne ce dont ils ont vraiment besoin. Même si c'est une leçon difficile sur l'indépendance, la responsabilité et le respect. Les vagues se brisaient sur le rivage en contrebas. Un rythme éternel, immuable, me rappelant que la vie continue, change, s'écoule. J'ai pris une profonde inspiration d'air marin salé et j'ai souri. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vraiment libre.